Mais si on veut faire peur aux gens, on va dire non, il n'y a plus d'eau, vous voyez, c'est pas possible. Donc on dit aux agriculteurs arrêtez d'arroser, aux gens arrêtez d'arroser vos jardins, de laver vos voitures. On dit à l'économie non, vous pouvez pas venir ici, alors que de l'eau ici, c'est même une particularité de ce territoire, entre la nappe de Beauce et la nappe de la Craie. Alors, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Bon, c'est un peu complexe, mais il y a suffisamment. Il faut qu'on s'y prenne bien, il faut qu'on s'organise. Et là, tous les acteurs sont d'accord. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, chacune. Christophe Jubien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chartrissimo, l'émission bimensuelle de Radio Rancière, qui vous informe à la fois sur la politique de la ville de Chartres et sur la politique communautaire de Chartres Métropole. Ouvrez grand vos oreilles aujourd'hui, car le dossier que nous allons ouvrir avec Jean-Pierre Gorge est d'une importance capitale. Qui aurait cru qu'un jour, nous réfléchirions à 2 fois avant d'ouvrir un robinet ? Eh bien, ce jour est arrivé. L'eau est en passe de devenir une ressource en voie, sinon de disparition, du moins de raréfaction. Bonjour Jean-Pierre Gorge. Bonjour. La gestion du cycle de l'eau est une des compétences de Chartres Métropole. Il y a encore quelques années, on songeait surtout finalement à améliorer la qualité. On n'en est plus là. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème de quantité et de répartition. Qu'est-ce qui se passe au juste en fait ? Non, sur l'eau, d'abord, je suis un peu trop alarmiste. Bien sûr. Et puis moi, je corrige tout le monde. L'eau ne disparaît pas. La molécule d'eau, vous ne pouvez pas la faire disparaître. C'est pas vrai. Elle se retrouve à d'autres endroits. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène de métropolisation, de concentration des populations au même endroit. Donc, si vous avez une ressource naturelle à un endroit et que tout le monde se met autour pour la consommer, ça peut poser des problèmes. Et là, c'est quoi le conflit ? Vous avez des populations, des gens qui consomment de l'eau. Alors, on s'est mis à en consommer beaucoup, parce que moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, on en consommait moins, parce que les gens se lavent plus, lavent leur voiture, enfin, un certain nombre de choses. Deuxièmement, vous avez de l'activité économique qui consomme pas mal. Et si en même temps, vous rajoutez un système agricole qui, lui, devient consommateur d'eau, eh bien, tout ça sur un territoire réduit, eh bien, ça crée des contentions. C'est tout. Mais la ressource elle-même, elle est là. Il faut simplement s'organiser pour que tout le monde puisse l'utiliser. En plus, il y a des usages qui ne se font pas au même moment. Vous voyez, par exemple, alors l'économique, ça peut être constant, parce que s'il y a une production, elle va être régulière sur l'année. Mais les habitants, ils vont consommer moins à certaines périodes. Et d'ailleurs, l'été, si vous avez moins de monde, ça consomme moins. Les agriculteurs en ont besoin sur une période où, là, il faut accompagner les cultures. Donc tout ça, déjà, sur l'année, ça fait une certaine répartition. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas mis en place face à tout ça, on n'a pas anticipé sur une architecture de captation de l'eau et du nettoyage de l'eau pour qu'elle soit potable, et après avec un réseau de distribution qui soit, je dirais, maillé, pour qu'à n'importe quel moment, on puisse avoir en secours un équipement qui est à un autre endroit. C'est ça qui n'existe pas. En fait, c'est une architecture qui ne permet pas d'aller chercher cette eau et la nettoyer au moment où on est un peu en contrainte. Bon, voilà. Alors ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, si on va aller plus loin, vous voyez bien qu'on utilise de l'eau potable pour tout faire. Vous pensez que chez vous, pour la chasse d'eau, pour nettoyer la voiture, arroser le jardin, on a besoin de prendre l'eau qui est une eau vraiment bien nettoyée avec des normes très importantes, qui coûte cher. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. On parle d'eau grise. Moi, j'essaye de le mettre en place sur cette agglomération depuis un certain temps. On n'a pas le droit de le faire. Il faut retraiter l'eau en sortie de stations d'épuration. On a certaines obligations. Mais la loi va s'assouplir parce qu'on peut utiliser des eaux grises. Aujourd'hui, les eaux grises qui sortent de la station d'épuration repartent directement à la rivière. Donc, directement, vous voyez, si toutes les stations d'épuration le long de la rivière rajoutent de l'eau, vous avez un niveau qui monte, qui part à la mer. Alors qu'on peut avoir un circuit différent qui fait qu'on pourrait consommer toute cette eau. Vous voyez, par exemple, si le long de la rivière, vous aviez un système de circulation d'eau avec des remontées vers toutes les collectivités qui pourraient faire de l'usage, de nettoyage des rues. Quand vous voyez qu'on nettoie les rues avec de l'eau potable, il y a quand même un problème quelque part. Donc là aussi, au niveau du pays, il faut s'organiser. Il n'y a pas de problème
il n'y aura pas de manque d'eau. Alors bien sûr, au niveau de la terre, vous voyez bien qu'il y a des zones qui se désertifient, mais globalement, comme il y a toujours la même quantité d'eau, eh bien, elle tombe de manière irrégulière sur les endroits où elle a l'habitude de tomber. Là, c'est ce qui se passe un peu en France. Non, à nous de nous organiser, d'avoir une architecture qui permet à tout le monde de pouvoir avoir de l'eau au moment où il en a besoin. Les sécheresses qu'on voit comme ça s'accumulent au fil des années, c'est pas problématique parce que les nappes phréatiques quand même s'appauvrissent et c'est gérable. Ben écoutez, là au moment où on se parle, Ouais. vous avez le contre-exemple avec ce qui est tombé là, toutes les nappes saturent. Ouais. Donc voilà, donc vous voyez bien que ça se restitue rapidement. Et c'est marrant, c'est toujours comme ça. Au moment où on nous dit il fait trop chaud, il se met à faire froid. Quand on dit, dis donc, là, c'est très très froid, ça va pas bien. La température remonte, j'ai l'impression que le climat rigole avec nous. Et pour l'eau, les nappes phréatiques, alors on a des indicateurs très intéressants aussi avec la nappe de Beauce, là. Parce que la Connie, c'est une résurgence de la nappe de Beauce. Si vous allez voir la Connie, vous regardez comment elle coule. Et puis là, vous connaissez le niveau de la nappe de Beauce. Voilà. Alors, il y a des moments, ouais, elle est basse, mais peut-être parce qu'on fait une consommation importante à un moment donné. Et puis, d'un autre côté, et parce qu'on puise tous au même endroit. Et puis, il y a des moments, elle remonte. Et là, c'est le cas et partout en France. Vous voyez bien qu'il y a même des régions qui sont largement inondées. Regardez ce qui se passe dans le nord, là, côté d'Arras. Non, là, je pense qu'il y a des gens qui s'amusent à affoler les populations. Vous voyez, moi, je vois une discussion avec ces écolos qui ne sont pas des écologistes, mais je dirais plutôt des écolos d'extrême gauche. Eh bien, ils changent. Vous voyez, il y a quelque temps, ils faisaient peur à tout le monde avec le nucléaire. Et donc, le nucléaire, ouais, on voyait, j'ai vu que ce soit gauche ou droite, c'est pareil. Les gens essayaient d'éteindre un peu le nucléaire. On s'est dit que le renouvelable va compenser. Vous voyez comment c'est terminé ? Ça s'est terminé jusqu'à 1 000 € le mégawatt d'électricité. On peut plus payer tout ça. Et on voit bien que la production du nucléaire, et qui est propre, c'est vraiment décarboné, eh bien, elle est à un tarif très intéressant. Mais on fait peur aux populations. Alors, on passe du nucléaire à la problématique de CO2. Il faudrait planter des arbres partout. On pense qu'en plantant des arbres partout, on va régler la situation. Alors que maintenant, les gens commencent à comprendre que le bilan de carbone d'un arbre, il est neutre. Donc, c'est pas en plantant des arbres partout qu'on va absorber le CO2. On est dans l'idéologie, finalement, c'est ça complètement. Il y a des gens qui font de la politique en faisant peur aux gens. Là, maintenant, je l'ai expliqué à mes opposants récemment, maintenant, ils sont partis sur l'eau. On va manquer d'eau, on va mourir, on n'aura pas d'eau. Les gens voient que ça pleut sans arrêt, mais l'eau, elle passe où ? Il y a des trous, qu'elle tombe où ? Non, les nappes se reconstituent, et ça, on a des indicateurs, on suit tout ça. Mais c'est vrai que si, à un moment donné, dans ce cycle de reconstitution, si vous pompez trop en même temps, eh ben, il va y avoir un conflit. Donc, aujourd'hui, on n'est pas équipé. Alors nous sommes au cœur de la Beauce, terre céréalière par excellence, et qui dit terre céréalière dit irrigation. C'est pourquoi Chartres Métropole et la Chambre de l'agriculture, sous l'autorité de l'État, du préfet, travaillent main dans la main pour que les agriculteurs puissent continuer de produire, mais en adoptant des pratiques vertueuses. Vous avez donc trouvé un protocole d'accord, vous travaillez main dans la main avec Thérouin. Oui, bien sûr, avec la Chambre d'agriculture, ça se passe bien, puis aussi avec le monde économique. Mais en fait, sur le diagnostic, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire de pouvoir récupérer à un moment donné, à certains endroits, de l'eau sans compétition entre les différents acteurs. Et voilà, donc c'est simplement ça. Donc celui qui s'occupe de la population, moi en l'occurrence, celui qui s'occupe du développement économique, merci, j'avais besoin d'eau, du développement économique, et puis les agriculteurs, on est tous d'accord sur le diagnostic, l'eau ne nous manque pas, il faut qu'on mette en place ces outils pour pouvoir s'approvisionner correctement au bon moment. Et donc aujourd'hui, l'architecture n'est pas satisfaisante. Alors, en attendant, on a signé un protocole comme ça à 3, pour le temps qu'on ait des solutions techniques adaptées aux besoins de chacun, eh bien, on essaye de gérer de telle façon qu'il n'y ait pas de blocage. Vous voyez, la population a besoin d'un certain volume d'eau, donc elle ne peut pas manquer d'eau. L'économique a besoin notamment, vous voyez, l'évolution de Novo Nordisk, qui est un consommateur fort d'eau, c'est pratiquement sa matière première, il faut qu'il soit toujours alimenté. Et ensuite, les agriculteurs, au moment où ils ont ce besoin, il faut qu'ils puissent irriguer. Alors, on y arrive à condition qu'on ne fasse pas des bêtises de chaque côté. Donc, un système un peu de contraintes et d'engagement. Tant que nous n'aurons pas des solutions définitives, nous n'allons pas consommer chacun plus que ce qu'on a besoin. Donc, on va tous faire attention. C'est ça
qui est dit. Mais on a déjà un certain nombre de solutions. Par exemple, pour protéger l'industrie, on sait comment mettre un volume d'eau sous protection avec une certaine stabilité au niveau de la qualité. On connaît des endroits où on peut renforcer assez rapidement avec des forages le débit à l'heure. Donc ça, c'est déjà des solutions que l'on a. Alors, le problème, c'est qu'il y a des délais de mise en place, des problèmes d'autorisation. Vous savez, vous ne faites pas un trou comme ça dans le sol. Avant, on faisait ça, on faisait un puits, on prenait l'eau, on consommait. Donc maintenant, le cycle pour homologuer ce type de forage, ça met des années. C'est ça le problème. Tout est long, tout est devenu long dans ce pays. Sinon, l'eau, elle est là, et il y a des forages qui attendent et qu'on ne peut pas complètement utiliser. Donc en attendant, chacun rentre dans des capacités, et puis on va essayer de se tenir à ça, et on va essayer de faire un schéma global, comment va être le réseau à l'avenir, et puis en attendant, on va amener des solutions pour chacun. Voilà. C'est une gestion assez novatrice qui a été saluée, je crois, par l'Agence de l'eau, je crois. Oui, parce que c'est intelligent, c'est pragmatique, je veux dire que... Mais si on veut faire peur aux gens, on va dire, non, il n'y a plus d'eau, vous voyez, c'est pas possible. Donc on dit aux agriculteurs, arrêtez d'arroser, aux gens, arrêtez d'arroser vos jardins, de laver vos voitures. On dit à l'économie, non, vous ne pouvez pas venir ici, alors que de l'eau ici, c'est même une particularité de ce territoire, entre la nappe de Beauce et la nappe de la Craie. Alors, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Bon, c'est un peu complexe, mais il y a suffisamment. Il faut qu'on s'y prenne bien, il faut qu'on s'organise. Et là, tous les acteurs sont d'accord. Et je remercie le préfet qui a fait en sorte que ce protocole puisse aboutir. On est tous dans le raisonnable, il y a toujours un peu de discussion. On a eu aussi des difficultés techniques, des forages qui n'ont pas été faits suffisamment bien, qui fait que les pompes qui vont chercher l'eau dans le sous-sol, elles ne peuvent pas descendre à des niveaux où l'eau existe encore. Donc il y a des réserves qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'il y a eu des constructions qui n'ont pas prévu d'aller plus bas. Mais l'eau est en dessous. Donc là, c'est juste un problème de technique, d'architecture, mais globalement, avec ce protocole, on va pouvoir tenir suffisamment longtemps pour pouvoir amener des solutions techniques adaptées. Ouais. Et puis vous misez beaucoup sur la recherche et le développement. Vous avez signé une convention avec le Bureau de recherche géologique et minière. L'objectif de la convention, c'est... Avec le BRGM, on fait beaucoup de choses. D'abord, sur l'eau, bien sûr, les aquifères, il faut bien les trouver, bien comprendre le terrain, bien maîtriser tout ça. Et puis avec eux, on travaille aussi sur la géothermie. Donc, vous voyez, on a besoin de connaître notre sous-sol. Vous savez, on va chercher un certain nombre de choses dans des pays très très loin, ça coûte cher, on fait des constructions importantes, on fait des bateaux pour acheminer plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en dessous de nos pieds. Je le disais là en parlant de la géothermie récemment, mais vous savez, si vous utilisez déjà correctement la géothermie sous vos pieds, rien que pour chauffer tout ce territoire, on est dans un autre monde. Si vous descendez à des profondeurs où vous pouvez avoir un contact avec des températures à 60-70 degrés, vous pouvez mettre en place un réseau de chaleur qui va faire qu'on va tout simplifier. Ça, et de l'eau, il y a de l'eau, mais il faut s'organiser pour bien aller la chercher et s'organiser que la distribution, elle soit suffisamment maillée pour que, à n'importe quel moment, quel que soit le problème, ça puisse continuer de fonctionner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? De temps en temps, quand on manque d'eau au niveau des forages, on va chercher de l'eau dans la rivière, on mélange l'eau de la rivière avec de l'eau des forages, parce que si vous avez moins d'eau, les taux de nitrate sont un peu plus concentrés. Donc on fait des mélanges. Mais quand vous faites ce type de mélange, vous amenez d'autres types de problèmes. L'eau, elle est plus difficile d'avoir le même niveau de qualité. Il y a des gens qui ont besoin de stabilité dans la qualité de l'eau, sinon ils ne peuvent pas travailler. Donc c'est quand même assez complexe. Donc tout ça, ce n'est que des problématiques techniques qu'on peut résoudre. Le problème, ce n'est pas la quantité, c'est une organisation intelligente. Donc là, on va faire un projet pour l'eau qui s'appelle Résilience 2050. Vous voyez, pour 2050 ou plus loin, moi je souhaite qu'on mette en place une solution qui va garantir au moins sur le demi-siècle à venir que chacun sera dans un contexte où il pourra bien fonctionner. Et l'agriculture
et les usagers et le développement économique. Affaire à suivre. Merci beaucoup Jean-Pierre Gorge. Cette émission, chers auditeurs et auditrices, vous pourrez bien évidemment la retrouver sur notre site en podcast www.radioranciel.fr. On se retrouve d'ici une quinzaine pour un nouveau Chartres et Simo. Portez-vous bien.